voulais finir par une dernière petite vidéo concernant l'agroforesterie. C'est vrai que ce jardin, il a un peu une typicité de ce côté-là. Dès le début, il y a eu la volonté d'associer des arbres aux légumes. D'abord des arbres fruitiers, et puis après des arbres de haute tige, champêtres. Et puis là, le bilan a été fait un petit peu de tout ça. Là, on est juste à côté d'un cerisier. Il y en avait deux autres qui ont disparu cet hiver, qui étaient en plein milieu du jardin. Et on peut se représenter tout de suite le problème que peut poser l'association trop proche d'un verger et d'un potager. Le schéma qui avait été choisi sur le jardin, c'était une ligne d'arbres tous les 10 mètres. Ça avait des raisons un peu basiques de rampe d'irrigation au départ. Et en fait, ça fait, alors en termes de concurrence, on le voit là sur la jonction des ombres, mais 10 mètres, quand l'arbre est développé, ça fait une ombre qui est presque continue de part et d'autre du bloc, en tout cas à certaines heures de la journée. Et par ailleurs, ça fait une répétition trop régulière de refuge à limaces, de pression des mauvaises herbes, parce que ces bandes enherbées, c'est aussi de là que viennent toute la pression d'enherbement du jardin. Et ça occasionne du travail, c'est-à-dire que ça, si on veut le gérer correctement et qu'on ne veut pas que ce soit un semoir à graines pour le jardin, il faut le tondre. Et ça exige une tonte à peu près tous les 15 jours, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et il faut s'y tenir absolument, sinon on se fait complètement grignoter le jardin par les bandes enherbées. Le schéma d'insertion de lignes fruitières dans un jardin ne semble pas bon. Et pour mettre toutes les précautions qu'il faut, parce qu'il n'y a jamais de généralité en agriculture, dans les conditions climatiques et de sol dans lesquelles on est ici, c'est très défavorable. Parce que les caractéristiques du sol ici, c'est d'être assez superficiel, très caillouteux, et d'être assis sur un lit de gravier. Il y a des dizaines de mètres de gravier sous le sol qui font qu'il y a un ressuyage permanent et la concurrence pour l'eau est féroce. Et quand on met dans une concurrence pour l'eau des racines de légumes et des racines d'arbres, c'est l'arbre qui gagne. En fait, arrivé à un certain stade, on est pris entre deux choix. Soit on fait de la bastige et on doit condamner une partie du jardin pour donner la priorité à une récolte efficace, une conduite de façon générale efficace de l'arbre, ou bien on privilégie l'aspect maraîchage au pied et on est amené à relever les branches, les charpentières, à un endroit où ça vaut plus le coup derrière d'aller les ramasser. Donc on est pris comme ça dans un entre-deux, difficile à faire cohabiter. Pour ne pas abandonner l'idée d'un verger maraîcher, c'est de faire l'équivalent de 1 ou 2 blocs qu'on a en légumes ici, c'est-à-dire l'équivalent de 500 m² ou 1000 m², de disposer les lignes d'arbres à bonne distance, comme le ferait un arboriculteur classique, et de rendre mécanisable la totalité de la parcelle, qui évite l'usage de la tondeuse, et qui permet aussi, ça c'est un peu l'utilisation idéale de l'arbre fruitier, c'est de le combiner avec des poules pondeuses. Les poules pondeuses, elles vont assurer le déparasitage pour une bonne partie des parasites qui ont un cycle de leur vie en terre. Elles assurent la fertilisation partout où elles passent, et elles font l'entretien du parc aussi. Et donc la décision qui a été prise clairement ici, c'était de supprimer les haies fruitières, mais de laisser les haies d'arbres de haute tige. Et d'avoir des arbres qui sont échelonnés de façon régulière, disposés de façon régulière, ça permet aux oiseaux de cheminer d'une canopée à une autre et de remplir le jardin. Et ainsi de contribuer à la gestion des ravageurs sur le jardin. Et il y a quand même, les étés vont aller de plus en plus chauds, et donc d'avoir un peu d'ombre qui se déplace au cours de la journée sur le jardin,
c'est quelque chose qui reste favorable, mais à savoir comment le gérer au mieux. Donc là, fort de notre expérience sur les arbres fruitiers qui avaient des démarrages de charpentière beaucoup trop basses, on est parti sur l'élévation de ces arbres-là. Donc on voit là, il y a eu suppression de branches qui étaient de l'ordre d'un démarrage à 3 mètres. On a supprimé celle-là pour faire partir l'arbre un peu plus haut. L'objectif, c'est de faire partir les charpentières entre 5 et 7 mètres. Et en faisant comme ça, on a un tronc qui est complètement dégagé. Alors régulièrement, tous les ans, il faut enlever les petites branches qui repartent. Mais ça fait une ombre là qui est déportée là-bas, à midi qui était ici, ce matin qui était là, et donc qui circule régulièrement au cours de la journée et qui ne porte pas trop préjudice à la poussée des légumes. Les deux frênes qui encadrent le saule, c'est un saule marceau. Donc là clairement on voit que le démarrage des charpentières il est de l'ordre de 3 mètres, 2,50 mètres, 3 mètres, c'est bien trop bas encore. Alors ça, on voit que par des journées chaudes comme ça, là-bas dans le compost il y a des plantations qui ont été faites hier, et celles qui sont à l'ombre de ces trois arbres-là se tiennent beaucoup mieux à cette distance-là, c'est-à-dire à 3 planches, donc de l'ordre de 6 mètres des arbres. On est bien, on est dans une bonne configuration. Et à l'inverse, en début de planche là-bas, les plantations qui ont été faites dans le compost, qui sont en plein soleil, se portent beaucoup moins bien. Mais on est à 6 mètres des arbres. Là, juste au bord des arbres, on voit clairement, alors c'était exactement comme ça que ça se passait aussi avec les fruitiers, que le légume il a un retard par rapport aux endroits ensoleillés qui est de l'ordre de presque un mois et demi quoi. On a testé plusieurs choses en variété non fruitière sur le jardin. Ici, le févier d'Amérique qui témoigne d'une petite époque où on a pensé azote, puisque c'est une fabacée. Mais en réalité, ça s'avère pas si intéressant que ça, parce que ces variétés-là ne sont pas endémiques de l'Europe. C'est des variétés, la plupart, qui viennent d'Amérique ou d'Asie. Donc, elles sont, chez elles, effectivement capables de faire des symbioses avec les rhizobiums des sols américains ou asiatiques. Mais dans certains cas, ici, elles ne le font pas. Donc, c'est un peu des déserts de vie. Ils font pas forcément en tant que fabacées, ils font pas forcément la symbiose qui apporte de l'azote au niveau des racines. Et dans le feuillage, en fait, il s'y passe pas grand-chose. Donc, à nouveau, on a révisé la copie. Les constatations par rapport à l'intérêt azote, l'intérêt sur la faune auxiliaire, la concurrence vis-à-vis de l'eau, l'ombrage, et en fait on a rajouté un autre critère, c'est-à-dire puisqu'on plante des arbres qui n'auront pas d'intérêt économique du point de vue fruitier, on s'est dit cherchons si on ne peut pas avoir un intérêt au niveau du bois, de la valorisation du bois. Et donc en discutant avec un propriétaire de scie par ici, on a fait un peu le point sur les essences qui étaient intéressantes. Il y a aussi l'aspect changement climatique dans la toute dernière plantation qui est rentrée en ligne de compte, parce qu'il faut s'attendre à ce que le climat isérois devienne très certainement un climat méditerranéen. Et donc, par exemple, les frênes et les saules qu'on a mis, ça, c'est à peu près sûr qu'à 20-30 ans, ils sont condamnés. On a l'érable qui est assez intéressant, qui a une bonne valorisation en scierie. En termes de concurrence au niveau des racines, il n'impose pas trop de pression aux légumes. Mais surtout, ce sur quoi on a opté, pour aussi ces raisons de croissance lente, possibilité de faire des troncs qui vont assez haut et tout ça, et changement climatique, c'est l'alisier et le cormier. Ils sont présents sur tout le bassin méditerranéen. Donc finalement, la disposition vers laquelle on a orienté le jardin,
c'est la suppression des lignes fruitières. On garde un rang tous les 20 mètres d'arbres qui sont à intérêt biodiversité, valorisation du bois et croissance lente et qui peuvent supporter des ports altiers, quoi.